Voilà. Bonsoir à toutes et un tout grand merci de votre inscription à cette téléclasse qui est un peu particulière. J'ai l'habitude de présenter un sujet, quel qu'il soit, en coaching ou en loi d'attraction. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une séance de questions-réponses. Alors, je dois dire que j'ai une candidate très assidue qui m'a envoyé un tas de questions avec son plan. Donc, ce sera une très bonne discussion que vous pourrez vraiment vous rendre compte au fur et à mesure que je répondrai à ces questions parce qu'elle me les a envoyées par écrit. Vous pourrez vraiment vous rendre compte de la complexité à la fois du feng shui, mais aussi de l'utilisation parfois qu'on en fait. Et donc, ça va permettre de mettre à plat pas mal de choses. Et donc, je remercie déjà Sophie pour toutes ces questions. Je vais peut-être vous demander au fur et à mesure, juste pour les gens que je ne connais pas, il y en a une ou deux que je ne connais pas, peut-être juste me donner votre nom et me dire si vous avez déjà, donc je vais ouvrir les micros bien sûr, me dire simplement si vous avez déjà fait du feng shui, si vous connaissez le feng shui traditionnel et si voilà, et comment aussi vous m'avez trouvé, vous m'avez connu, soit par mon site, soit par Facebook ou une autre façon. Voilà. Je vais ouvrir les micros et peut-être demander d'abord à Cécile d'ouvrir son micro. Donc, cliquez dessus. Voilà, Cécile. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Belgique, France. France. France, ok. Et connais le Feng Shui, Cécile? Oui, oui, je commence à le découvrir grâce à vous. Oui, ok, c'est très bien. Françoise. Alors, France aussi. Oui. Ben, je m'intéresse au feng shui sans le pratiquer, mais depuis quelques années. Et ben, je vais un peu sur les sites et ben, j'ai découvert votre site, bien sûr, sur le net. Bien, merci. Voilà. France. Hello Bernadette, c'est Laurence. Oui, bonjour Laurence. Juste un petit mot pour dire qui tu es. Alors, en fait, je connais Bernadette par le biais de formation de Feng Shui. Et puis, je connais le Feng Shui aussi, mais ça m'intéresse de voir justement un peu les questions qui sont autour du Feng Shui par rapport aux gens qui découvrent ça, puisque nous, comme on y baigne un peu, on voit ça d'un autre œil. Donc voilà, c'est pour ça. Bien, merci Laurence. Laurence vient de Suisse. Marilyn, je vois qu'elle n'est pas encore tout à fait connectée. Marie-Christine, je pense. Hein, oui, Marilyn peut-être. Marilyn, vous m'entendez? Non, on n'entend pas. Pas grave. Peut-être Marie-Christine? Marie-Christine, il faut cliquer sur le micro pour parler peut-être. Ce sera plus facile. Non, Marie-Christine ne désire peut-être pas parler non plus. Et enfin, Sophie, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, Sophie, juste un tout petit mot pour dire d'où vous venez et où vous en êtes. Bonjour. Vous m'entendez, oui? Oui, un petit peu plus fort peut-être si c'est possible. Bon, je vous connais par le web et j'ai d'abord connu il y a très très longtemps, comme je vous disais, le Feng Shui occidental par les livres. Et puis au fur et à mesure de mes pérégrinations sur le web, j'ai découvert le Feng Shui traditionnel. D'accord. Voilà. Uniquement tout sur le web voilà. alors. Voilà, oui. Les livres au début, puis maintenant le web. D'accord. Merci. En France aussi, Sophie. Tout à fait. Voilà.
Bien, je vais fermer les micros momentanément. De toute façon, je vais régulièrement les ouvrir, mais je suis obligée de les fermer quand je parle parce qu'il y a parfois beaucoup de bruit en arrière-plan et pour l'enregistrement, après, ça devient difficilement audible. Donc voilà. J'ai préparé un PowerPoint, mais je ne vais pas suivre un PowerPoint. Il sera juste là pour soutenir une illustration quand je vais vous parler de certaines choses, parce que il est parfois difficile d'imaginer, quand on ne connaît pas bien, difficile d'imaginer ce dont je parle. Donc, j'irai de temps en temps rechercher une photo dans le PowerPoint. Cette session est donc enregistrée parce que plusieurs personnes m'ont demandé d'en voir l'enregistrement puisqu'ils ne pouvaient pas assister à la soirée. Alors, ceci est proposé surtout pour le Feng Shui, mais n'hésitez pas, si il vous vient une idée ou une question à propos de la loi d'attraction, j'y répondrai bien sûr aussi et vous allez voir, j'y ferai allusion de temps en temps. Donc, je vous suggère peut-être de prendre de quoi noter parce que peut-être que les questions vont vous venir à un certain moment, mais que vous n'aurez pas tout de suite l'occasion de la poser. En tout cas, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de poser vos questions et franchement, il n'y a aucune question idiote. Quand on ne connaît pas un sujet et même parfois quand on le connaît, il y a parfois des moments où soit on est un peu perdu ou on n'a pas très bien compris. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Le but de cette téléclasse, c'est encore et toujours faire connaître le Feng Shui traditionnel parce que quand vous parlez de Feng Shui autour de vous, souvent les gens disent « Ah oui, oui, je connais telle couleur dans tel endroit, tel le coin amour, il faut mettre de l'eau, etc., etc. » Et donc, il y a là un mélange de beaucoup de disciplines. Il y a bien sûr quelques principes Feng Shui qui sont respectés dans le Feng Shui occidental, mais à côté de cela, il y a beaucoup d'autres choses qui réfèrent beaucoup plus à du mental qu'à du Feng Shui. Donc, mon but, depuis que je fais du Feng Shui traditionnel, c'est justement de faire des conférences, de faire des téléclasses, de répondre le plus possible par email, de faire mes newsletters, justement dans le but de bien faire comprendre aux gens la différence entre le Feng Shui traditionnel et le Feng Shui occidental. Juste une présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas ou me connaissent moins bien. Donc, j'ai été 35 ans enseignante à des étudiants de 15 à 18 ans. J'ai enseigné les langues modernes et le Feng Shui, ben, je le travaille, on pourrait dire, depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai aussi commencé, comme beaucoup de gens, par le Feng Shui occidental, grâce auquel je n'ai pas malheureusement pu mettre en place ce que je voulais. Et donc, je suis allée plus loin, je suis allée dans le Feng Shui traditionnel. J'ai fait ma formation en Suisse et j'y continue toujours puisque je suis toujours des programmes d'approfondissement. Et j'ai abandonné l'enseignement il y a 2 ans pour me consacrer uniquement à ce travail de Feng Shui et aussi de coaching puisque j'ai refait une formation de coach professionnel. Et c'est avec cette formation de coaching que j'ai découvert de plus en plus la loi d'attraction et maintenant je l'utilise aussi bien personnellement que pour les expertises que je propose, parce que vous verrez que parfois, une maison n'a pas le potentiel suffisant pour avoir un bon Feng Shui. On ne sait pas toujours changer les choses tout de suite. Et donc, à ce moment-là, le coaching mental peut soutenir, peut compenser certaines difficultés. Alors, je propose de commencer tout de suite, peut-être d'abord avec des questions plus générales. Plus générales parce que vous verrez que les questions de Sophie sont déjà très très poussées. D'ailleurs, je pensais que Sophie suivait des cours vu les termes que Sophie utilisait. Mais c'est très bien parce que ça va nous permettre d'expliquer beaucoup de choses. Et j'irai, comme je vous le disais, rechercher dans mon PowerPoint les images nécessaires pour votre compréhension. Mais donc, je vais une première fois ici ouvrir les micros. Alors, ce que
la façon dont on va procéder est celle-ci. Je vais ouvrir tous les micros, ou tout simplement non. Je vais ouvrir tous les micros. Et si vous ne désirez pas poser de questions tout de suite, vous cliquez sur votre micro. Donc, vous avez vu qu'à côté de votre nom, il y a caméra et micro. Si vous ne désirez pas poser de questions, vous cliquez simplement sur votre micro, comme ça on n'entend aucun bruit chez vous. Maintenant, si vous désirez poser une question, bien sûr, vous ne cliquez pas, vous ne fermez pas votre micro et vous pouvez, si vous voulez, activer aussi votre caméra pour qu'on puisse vous voir si vous le désirez. D'accord? Donc, je vais déjà ouvrir tous les micros et vous refermez votre micro si vous désirez ne pas poser de questions. Alors, quelle serait la première question, peut-être plus générale, que vous aimeriez poser? Marilyn, peut-être? Je vois que vous n'avez pas fermé votre micro. Il y a donc une petite question pour commencer. Marilyn, est-ce que vous m'entendez? Bon, je ne sais pas si, si Marilyn m'entend. Ok, ben apparemment pas. Y aurait-il une autre question? Donc, vous cliquez sur votre micro. Bon, si vous vous êtes inscrit, je suppose que vous avez quand même des questions qui vous trottent dans la tête. Donc, n'hésitez pas. Une première question. Toujours le grand saut. Oui, Françoise. Alors, Françoise, essayez de bien parler devant votre micro parce que sinon, on a du mal de vous Voilà, d'accord. Vous nous conseillez plutôt de prendre une boussole pour prendre les mesures. Moi, je trouve que c'est très compliqué de faire le plan de l'appartement, de prendre ces mesures. Et est-ce que vous nous conseillez plutôt de la boussole plutôt que le duopan? Alors, merci pour la question. Je vais fermer chez Marilyn parce que ça fait beaucoup de bruit. Alors, il est clair que quand on apprend, quand j'ai mes étudiants qui commencent à suivre leur premier cours, la première boussole qu'ils vont utiliser, bien sûr, c'est une boussole, je dirais, de scout, une boussole traditionnelle. On commence avec ça et on commence déjà le maniement de la boussole. D'ailleurs, sur mon site de Feng Shui, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevez des mini-cours gratuits et là, il y a un cours qui est entièrement consacré à l'utilisation de la boussole et à son fonctionnement. Donc ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire si vous n'avez pas encore ces mini-cours. Et donc, on va utiliser la boussole, j'apprends à utiliser la boussole, mais quand on devient conseiller et consultant et voire expert, eh bien, il est clair qu'on ne peut pas arriver chez les gens avec une boussole de scout. Personnellement, j'ai mon Lyopan, je vais d'ailleurs vous le montrer un petit instant. J'ai mon Lyopan que j'ai acheté pendant ma formation. Voilà, il est vrai que bon, il faut avoir fait la formation pour pouvoir utiliser ce genre de boussole. Vous voyez, il y a énormément d'anneaux, mais voilà, elles ne sont pas toutes aussi sophistiquées. Il existe des Lyopan qui sont plus simples, qui sont abordables, et donc, je dirais, Lyopan ou boussole. Si vous travaillez en tant que consultant ou expert, là, moi j'estime que bon, il faut avoir une certaine crédibilité, il est nécessaire d'avoir un Lyopan. Maintenant, si vous travaillez pour vous et que vous avez testé votre boussole et que la boussole est correcte, il n'y a aucun souci d'utiliser la boussole, bien sûr, à partir du moment où vous pouvez la manier.
Alors, il est vrai que c'est la chose la plus difficile, c'est de prendre les mesures, vu toutes les perturbations magnétiques que l'on a dans la maison à l'heure actuelle, et dans les immeubles, c'est la même chose. Les murs sont parfois énormément comblés avec du béton armé, donc on a toujours des perturbations. Personnellement, ma boussole vient de Suisse et elle est tout à fait stable et elle est beaucoup moins perturbée, je vais dire, par les ondes électromagnétiques qu'une boussole traditionnelle. Mais bon, tout le monde ne peut pas nécessairement aller en Suisse pour aller s'acheter une boussole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut certainement prendre les mesures, je dirais, autour de la maison, aux 4 murs, si vous avez une villa, ou aux 2 murs, si vous avez une maison de rangée, pour au moins, et le prendre à plusieurs endroits. Imaginons le mur de la porte d'entrée, mais si vous êtes à l'intérieur de votre maison, vous allez prendre la mesure vers, comme si vous sortiez, donc vers l'extérieur, vous allez voir quelle mesure vous avez devant vous. Vous allez et prendre la même mesure le long de ce mur à plusieurs endroits. Et là, vous allez remarquer que vous allez avoir quand même une majorité de mesures plus ou moins identiques à 1 ou 2 degrés près. Et puis, vous faites la même chose sur le mur le mur qui suit, hein, et puis le 3e mur et le 4e mur. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte, en faisant les mesures à plusieurs endroits, que vous retrouvez des majorités de mesures identiques, et donc vous allez pouvoir dire, tiens, voilà, ici, je retrouve 3 ou 4 fois les mêmes mesures, donc ça doit vraiment être ça. Et puis, ce que je vous propose, c'est de faire la même chose à l'extérieur, en dehors de toute perturbation. Et donc, vous allez pouvoir estimer ou évaluer vos mesures à l'extérieur et pouvoir comparer avec celles de l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est une étape assez délicate et il faut vraiment prendre la patience je vais dire, de comparer et puis aller à l'extérieur, garder évidemment la même parallèle au mur de la maison, bien sûr, hein, et prendre des mesures à l'extérieur également. Les mesures à l'extérieur sont plus fiables parfois qu'à l'intérieur. Ah, okay. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, Bernadette, merci. D'accord, merci beaucoup, Françoise. Une autre question. Bernadette, bonsoir. Bonsoir, Nathalie, très contente de te voir en ligne. Merci. J'avais juste un petit conseil pour les nouvelles, c'est de ne pas utiliser l'iPhone, parce que je pensais que la boussole sur l'iPhone était correcte, et en fait, j'ai dû recommencer 2 maisons comme ça, parce que j'étais pas dans le bon secteur, en fait. Tout à fait. Hein. Nathalie est une étudiante qui vient de terminer sa consultance, et donc elle fait des expertises maintenant, et c'est vrai qu'à plusieurs moments, on a pu comparer la boussole de l'iPhone et la boussole traditionnelle, et il y avait toujours 10 à 15 degrés de différence, ce qui est énorme. Oui. Merci, Nathalie. Une autre question. Une autre question peut-être? Vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat si vous le désirez. Hein. Mais bon, c'est plus facile de... Ok, pas d'autres questions? Bon, ce que je pense faire, c'est peut-être passer en vitesse sur certaines d'IA de mon PowerPoint pour vous expliquer quelques principes quand même. Je vais revenir un peu en arrière. Voir un peu. Alors, bon. La première chose, vous savez que le Feng Shui traditionnel va se baser sur l'étude sur une étude en 3 parties. Ce qui les différencie énormément du Feng Shui occidental, c'est qu'on va étudier l'extérieur de façon très pointue. C'est-à-dire que non seulement on va observer l'environnement immédiat de la maison, juste autour de la maison, mais aussi on va aller jusque parfois 5 km pour travailler, pour étudier ce qu'on appelle le macro Feng Shui, voir les configurations autour. On va étudier l'extérieur aussi en ce sens que l'on va analyser ou
mesurer l'influence d'une route. On va se mettre dans une certaine position pour mesurer la route, de quelle direction viennent les voitures, et donc on mesure avec la boussole et on a des effets bien particuliers. Vous savez, le Feng Shui traditionnel, c'est, je dirais, la plus grande banque de statistiques possible, tellement au fur et à mesure des années, des siècles, je dirais, on a consigné les effets de telle ou de telle configuration et on a retrouvé, c'est une sorte de science quelque part, puisque on observe, on tire des principes et on tire des lois. C'est un peu comme ça qu'on travaille en science. Et donc, on a toute une série d'effets possibles. Donc, on va mesurer les routes, on va mesurer les points d'eau qui sont extrêmement importants dans l'environnement, on va mesurer les immeubles environnants également. Tout cela a une énergie, a un impact sur la maison et donc sur les gens qui vivent dans la maison. Le deuxième niveau est le niveau intérieur. Donc là, on va travailler, je vais vous expliquer, on va faire la grille sur la maison, on va mesurer, on va vraiment utiliser aussi la boussole pour bien pouvoir mettre les bonnes orientations au bon endroit dans le plan, dans la maison, dans la grille. Et on va travailler à l'intérieur sur l'occupation des pièces, certaines étant plus importantes que d'autres, l'occupation des pièces, la direction dans laquelle on se situe, etc. Donc là, c'est aussi quelque chose d'assez important, intéressant et souvent amusant parce qu'on travaille avec des plans et c'est très, très amusant. Et enfin, il y a le côté temporel, parce qu'il faut savoir que les Chinois n'ont pas la même notion du temps que nous. Ils travaillent en grands cycles de 180 ans, divisés en 3 cycles de 60 ans, et puis eux-mêmes divisés en périodes. Donc, il y a 9 périodes, et tous les 20 ans, cette période change, et donc, il y a un changement d'énergie, ça, c'est certain. Et c'est ce qu'on appelle les étoiles volantes, hein, le système, c'est dans le système, donc le système extérieur de l'environnement, c'est le Sanhe, l'intérieur, c'est le Bajai, et le temporel, tout ce qui est temporel, c'est le Sanyuan, Shankong Dagua, etc. Donc, on va travailler sur les étoiles volantes et essayer de voir quelles sont les énergies temporelles à l'intérieur du lieu, à l'extérieur aussi, bien sûr, et comment ces énergies sont activées. Sont-elles bonnes? On va les activer. Sont-elles mauvaises? On va les contrôler, on va les affaiblir. Et là, on va travailler avec les 5 éléments qui sont terre, feu, terre, métal, eau, bois, et on recommence le cycle. Donc, voilà un peu pour la façon dont on travaille en Feng Shui traditionnel. Attention, que le système Sanhe, donc tout ce qui est extérieur, compte pour 70%, 70% d'une analyse Feng Shui, tellement l'extérieur a de l'importance. Donc vous voyez vraiment la grosse importance de l'extérieur. Au tout début du Feng Shui, on ne travaillait qu'avec l'extérieur. C'est au fur et à mesure de l'évolution du Feng Shui qu'on a amené l'intérieur et puis le temporel. Donc vous voyez l'importance de l'extérieur. Alors justement, je vais vous expliquer un petit peu, voilà, ce qu'on appelle à l'extérieur, on va aussi observer tout ce qui est ce qu'on appelle shashi, donc des énergies très néfastes, des pylônes, vous voyez ici une arête d'immeuble assez agressive pour les personnes qui sont de l'autre côté en face. Ici, une pointe vraiment très agressive aussi pour l'immeuble d'appartement qui se trouve en face. Donc tout ça, ce sont ce qu'on appelle des shashi, des énergies négatives et qui sont super négatives si elles sont en face de votre porte d'entrée. Alors, je vais d'abord m'arrêter ici déjà une fois pour voir si sur ce que je viens de dire, vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un a une question à ce propos? Oui, que ce soit une maison individuelle ou un appartement dans un immeuble, c'est la même chose. Oui, c'est-à-dire que pour le côté extérieur, dans un immeuble d'appartement, on ne va considérer le Sanhe, donc la configuration extérieure, que par rapport
à la porte d'entrée de l'immeuble. Donc, on ne considérera pas le Sanhö, donc l'extérieur, la configuration extérieure, pour l'appartement lui-même. On le fait pour l'immeuble. D'accord? Les routes, les autres immeubles, la configuration des animaux telle que je voulais vous l'expliquer maintenant, c'est par rapport à l'immeuble, à la porte d'entrée de l'immeuble. Dans l'appartement, on ne travaillera que l'intérieur et le temporel, donc le Bajaj et le Sanyuan. Ça va? Ça répond à votre question? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Merci. Une autre question à ce propos? Non. Ok, je continue alors. Donc, voilà ce qu'on va rechercher en premier lieu sur l'extérieur de la maison, tout autour de la maison. La première chose que je voudrais vous dire, vous savez que la base du Feng Shui, c'est le yin et le yang. Vous voyez, le côté blanc ici, c'est yang. Donc, vous voyez le tai chi, hein, la forme du tai chi avec un côté noir et un côté blanc. Le côté blanc, c'est le yang. Le côté noir, c'est le yin. Blanc, c'est tout ce qui est activité, bruit, activation de toutes sortes. Le noir, c'est le côté yin. Donc, le calme, le repos, pas de bruit, etc. Enfin, soit. Donc, on va, ici, vous voyez, on a placé la maison sur le tai chi. Qu'est-ce qu'on cherche de préférence? C'est d'avoir la porte d'entrée côté yang, c'est-à-dire devant face à une rue, face à un espace qui est assez yang, donc où il y a du bruit, il y a du trafic, il y a de l'eau, peu importe. Donc, on cherche d'avoir la porte d'entrée côté yang. C'est déjà une chose très importante parce que chaque fois que vous rentrez chez vous, vous amenez une énergie. Si vous amenez une énergie qui n'est pas yang, mais à l'intérieur de la maison, il va manquer cette énergie yang, justement. Donc, on cherche par la porte d'entrée à amener cette énergie yang dans la maison. À l'arrière, vous voyez que la grosse partie du noir se trouve à l'arrière et en effet, à l'arrière, on recherche le calme. Pas de bruit, pas de route, pas d'autoroute, pas de train, pas d'eau, etc. Donc, vous voyez déjà, ça c'est un premier principe sur le positionnement d'une maison. Donc, quand vous faites une analyse pour quelqu'un qui va construire, vous allez d'abord aller sur le terrain et voir un peu comment d'abord positionner la maison sur le terrain, déjà par rapport à cela. Et puis, on va surtout, et ça c'est extrêmement important, ces trois animaux, vous savez que les Chinois aiment bien mettre des noms d'animaux pour beaucoup de choses, eh bien, cette configuration des trois animaux, elle est essentielle. Elle est essentielle en ce sens qu'elle représente à elle seule, je dirais, attendez, je vais fermer, il y a du bruit chez quelqu'un. Elle représente à elle seule au moins 50%, je dirais, de l'analyse Feng Shui. D'ailleurs, j'ai un collègue, vous savez qu'on a fondé notre école, l'école Dao. Elle a son siège en France. Nous sommes trois Français, une Canadienne et une Belge. Et donc, cette école DAO, le collègue dont je vous parle nous a justement dit, hier nous avions réunion, et il m'a justement dit, maintenant je n'accepte plus les maisons qui n'ont pas donc je n'accepte plus de faire d'expertise pour les maisons qui n'ont pas cette configuration des trois animaux. Au moins la tortue, c'est le plus important. Les maisons qui n'ont pas de tortue, ils n'acceptent même plus de faire l'analyse. Donc vous voyez à quel point ceci est important. Alors excusez-moi 2 secondes, je vois ici une question. Puis-je poser une question du cours ou est-ce plutôt les non-initiés? Non, Yasmina, tu peux poser une question du cours, tout à fait. Est-ce que tu veux la poser maintenant? Si oui, tu peux ouvrir ton micro. Donc Yasmina est une étudiante aussi chez moi. Voilà, Yasmina, je t'écoute. Oui, bonsoir Bernadette. Bonsoir. Mais en fait, c'était par rapport au... C'est ça que je me pose la question, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre de quoi je parle. Par rapport au palais, les moins 90 qui sont annulés, ou enfin plus 90 qui sont annulés par la cuisine ou par la salle de bain. Je vais en parler tout à l'heure. Je vais en parler tout à l'heure, quand j'aborderai l'intérieur. Et en fait, comme je suis tombée sur des endroits où c'était le négatif, est-ce qu'ils deviennent aussi positifs? Oui.
l'inverse. Oui, tout à fait. Je vais en parler tout à l'heure quand j'aborderai l'intérieur. Tu veux bien, tu poseras ta question tout à l'heure si jamais je n'y réponds pas. D'accord? Ok. Oui. Donc, je reviens ici, ce côté extérieur qui est extrêmement important. Voilà ce qu'on recherche d'abord comme situation idéale, comme configuration idéale autour d'une maison. À l'arrière, ce qu'on appelle la tortue, c'est-à-dire une élévation naturelle. Bon, chez nous, dans certaines régions de France et en Belgique, on a parfois du mal de trouver une petite colline. Donc, évidemment, c'est un peu compliqué parfois. Une élévation naturelle, je disais, ou un autre immeuble. Donc, avoir quelque chose qui protège l'arrière de la maison. Alors, je réponds tout de suite, ou peut-être je vais tout de suite préciser que de la végétation, ce n'est pas suffisant. Bon, c'est mieux que rien, surtout si ce sont des sapins, parce que les sapins ne perdent pas leurs feuilles en hiver. Si c'est un bois de sapin très, très, très serré, je dirais, et suffisamment important, on pourrait le considérer. Mais les arbres traditionnels qui perdent leurs feuilles, ça ne sert à rien. Le vent passe à travers en hiver quand ils ont perdu leurs feuilles. Donc, il n'y a plus de protection. Donc, on recherche cette protection à l'arrière. Et qu'est-ce qu'elle représente déjà, cette tortue? Elle représente tout ce qui est santé, stabilité, harmonie familiale. Donc, si vous n'avez pas de tortue à l'arrière, vous partez déjà défaillant à propos de la santé. Et ça, c'est prouvé, on le retrouve régulièrement. Ensuite, du côté droit, attention, je dis du côté droit, moi je vais vous montrer ici le côté gauche sur votre écran, mais du côté droit, c'est-à-dire en sortant de votre maison, ce qu'il y a à droite. D'accord? Vous retrouvez aussi, idéalement, une élévation naturelle ou un autre immeuble ou une autre maison. Ce côté représente le soutien de la femme. Ça représente tout ce qui est relationnel, communication dans la famille. Donc, c'est un côté extrêmement important. De même, de l'autre côté, même configuration, une élévation naturelle ou une autre maison, et ça représente le côté financier, le côté carrière de l'homme, bien sûr, mais maintenant aussi de la femme. D'accord? Puisque la femme maintenant travaille, amène l'argent dans le ménage de la même façon que l'homme. Donc, dès qu'il manque un élément déjà dans ces trois éléments, on est déjà déforcé dans le domaine correspondant. S'il manque la tortue, on va déjà être déforcé dans la santé. S'il manque le tigre, on va être déforcé au point de vue relation familiale où la femme aura moins de soutien dans la maison. S'il manque le dragon, là, on risque d'avoir des problèmes au point de vue carrière, au point de vue finance, au point de vue financier. Et donc, tout cela est extrêmement important. Ça a l'air comme ça peut-être un petit peu bizarre, mais je vous assure qu'au fur et à mesure au fur et à mesure que j'avance dans mon expérience, je remarque que ceci est vraiment essentiel. Et puis, je vous ai dit, on pouvait même aller jusqu'à 5 km pour voir le macro feng shui, parce que parfois, on n'a pas juste à côté, mais on a une élévation dans les 5 km autour de la maison, on a une élévation assez importante. Et donc là, il y a un équilibre qui peut se faire. Bon, c'est pas blanc et noir, mais enfin, ça peut déjà un peu compenser. Ensuite, devant, on recherche un endroit dégagé déjà pour que le chi, pour que l'énergie puisse s'accumuler pour rentrer après dans la maison. Et idéalement, cet endroit dégagé, juste devant cet endroit dégagé, une petite butte. Vous savez, c'est un peu comme un avion qui décolle, il roule un peu et puis il monte. Eh bien, ça, c'est l'idéal comme configuration pour développer les projets, etc. Donc, les trois plus importants sont bien sûr tigre, tortue et dragon. Et dans les trois, la tortue est vraiment essentielle aussi. Et le dragon aussi, bien sûr. Ils ont beaucoup d'importance. Voilà, donc ça c'est un premier principe qui est vraiment, je crois que vous l'aurez compris, très très important. Donc je vais ouvrir les micros pour voir, voilà, attendez, je regarde les questions. Nathalie a une question à propos des animaux célestes. Vas-y Nathalie, je t'écoute. Oui, donc ici à Pointe-Noire, je suis la maison qu'on a pris, je suis à 300 mètres de la mer qui est en phénix. Oui. Et donc forcément, on est à 7 mètres d'altitude.
Oui. Donc, c'est difficile parfois d'évaluer en termes d'altitude si vraiment on peut considérer les animaux célestes. Donc, le côté tigre et côté dragon, Oui. ça monte jusqu'à 12 mètres. Oui. En délant 1 kilomètre ou 2, je dirais. Bon, j'ai été jusqu'à 5-7 kilomètres, mais ça ne bouge pas trop. La tortue jusqu'à 25 mètres. Donc, c'est pas énorme. Est-ce que je peux considérer quand même que j'ai une petite tortue? Je la considère comment faible ou... Écoute, comme on dit, on fait ce qu'on a. Il est clair que Oui. Laurence, qui est en Suisse, va peut-être nous dire, oh là là, c'est rien grand-chose, puisque elle est entourée de montagnes, ce qui s'appelle vraiment de belles montagnes. Mais à partir du moment où tu te trouves vraiment au bord de mer, on imagine bien, dans certains pays, on imagine bien qu'on n'a pas les montagnes autour. Dans certains pays, je dis bien, parce que parfois on a les deux. Donc voilà, moi je dirais à partir du moment où tu es à 7 mètres au niveau de la mer pour ta maison, je dirais que 25, eh ben, c'est déjà quand même une élévation. Donc moi je dirais, gardons les choses dans leur contexte et prenons ce qu'on a. Il vaut mieux avoir une petite tortue que d'avoir une configuration néfaste qui serait ça dégringole vers l'arrière. Tu comprends? Oui, carrément. Et point de vue tigre et dragon, je suppose qu'ils sont inexistants. Hein. 7 à 12 mètres, c'est carrément... c'est faible, je dirais. C'est faible. Mais tu n'as pas de maison entre les deux? J'ai une maison côté dragon, oui. Mais qui est un petit peu décalée par rapport à la nôtre. Donc, il faut que je coupe en deux aussi cette bienfait-là. Et puis, moins de l'autre côté, le côté tigre, c'est un terrain vague. Écoute, donc, il faut toujours mieux une absence de configuration qu'une configuration néfaste. Donc, oui, voilà, tout à fait. il n'y a pas de configuration néfaste, il y a un affaiblissement. C'est un peu faible, c'est tout. Donc, voilà, c'est là, c'est faible, donc tu compenses peut-être un peu plus avec l'intérieur. Ok, ça merci. Va? Je t'en prie. Oui, merci. Sophie, ça n'est pas sympa de ne pas aider les gens qui n'ont pas de tortue. Qu'est-ce que tu veux dire, Sophie? Je t'écoute. Ouvre, attendez, je vais ouvrir le micro, voilà. Sophie, je t'écoute. C'est votre collègue qui refuse de s'occuper des maisons qui n'ont pas de tortue derrière. Ah oui, mais en fait, je dois dire que il a tellement de demandes qui se permet de sélectionner de cette façon-là. Bon, personnellement, c'est vrai que je ne le ferai pas non plus parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer un petit quelque chose. Et ça, moi, c'est ma philosophie. Mais bon, voilà, chacun fait en fonction de ses idées, c'est vrai. Bon, voilà. Merci Sophie, c'est bien de le souligner. Alors, continuons peut-être, je vais aller un peu plus loin dans mon PowerPoint pour voir si je peux encore vous expliquer, oui. Avant de passer au plan de Sophie, parce que vous allez voir, je vous conseille d'ailleurs de prendre quelques notes si vous n'êtes pas de grands spécialistes du Feng Shui traditionnel. Ça vous aidera dans les commentaires que je vais faire pour Sophie. Attendez, je continue à lire les questions. Sophie nous dit, oui, exact, mon immeuble est un bel exemple. En effet, on va en parler tout à l'heure. Laurence, c'est juste, en Suisse, nous sommes privilégiés. Ben oui. En effet. Donc, une fois on va... Bon, l'extérieur, je ne vous ai parlé que des animaux, mais il y a, comme je vous disais, les routes, etc. Je ne vais pas passer sur tout, c'est pas possible. L'intérieur, on va déterminer en fonction de votre date de naissance si vous faites partie du groupe Est ou du groupe Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que certaines personnes, en fonction de leur date de naissance, vont avoir des directions plus favorables dans tout ce qui est nord, est, sud-est et sud. Hein, tandis que les autres, ce sont les directions inverses. Là, je vous envoie sur mon site, sur mon site, vous avez les principes Feng Shui, et là, vous avez trouvé vos directions, vous avez énergie, chiffre, trouvez vos directions, et vous verrez tout de suite, il y a un tableau, vous mettez votre date de naissance, en fonction que vous êtes homme ou femme, vous descendez ou vous remontez, et vous allez avoir votre chiffre, et vous saurez exactement à quoi tout ça correspond. Donc là, n'hésitez pas à aller sur le site. Donc voilà, on se retrouve avec donc des personnes d'un groupe et d'un autre. Quand on fait une expertise Feng Shui, le premier stress, si je peux dire, un petit stress, hein, du consultant ou de l'expert, ça va être de demander d'abord toutes les dates de naissance de la famille et de voir si le couple
est de même groupe ou pas. Alors, bon, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de souci pour être de groupes différents, mais c'est quand même beaucoup plus facile quand on est du même groupe. Personnellement, mon mari est de groupes différents. Ça ne nous empêche pas de trouver des façons de fonctionner. Le seul endroit où on fait un compromis, bien c'est la chambre à coucher. Ailleurs, chacun peut trouver sa place. Donc, on détermine les groupes des gens, on détermine leur mingwa, donc leur chiffre par rapport à leur date de naissance, et on voit ainsi à l'intérieur de la maison. On a mesuré la maison, on a pris donc toutes les mesures tout autour et on va ainsi aller voir les énergies dans la maison. Alors, je vous ai fait ici un rapide, j'ai brossé rapidement les 8 énergies que l'on retrouve dans la maison, 4 positives, 4 négatives. Alors, je me suis permis de mettre les noms chinois parce que Sophie, dans son analyse, utilise ces mots-là et donc ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, c'est pas compliqué. Prenez vite note peut-être de ceci. Sheng-Chi, c'est la meilleure énergie. C'est la chance dans tous les domaines et particulièrement carrière et finance. Bon, je résume hein, parce qu'il y a plus de nuances que cela. Tianyi, c'est la santé et le soutien de personnes importantes, donc important aussi. Yan Yan, les relations, tout ce qui est relationnel, que vous allez donc activer si par exemple vous recherchez l'âme sœur. Fouet, c'est l'harmonie, retrouver son énergie, bon pour par exemple des personnes qui ont été malades et qui ont besoin de repos en convalescence, bon pour les enfants et les bébés aussi, surtout dans la direction, enfin en placement et direction. Huohai, ça c'est la première énergie dans les énergies négatives, ce sont les tracas quotidiens. Wugwe, les conflits, les pertes financières, les problèmes de santé déjà. Liusha, les échecs relationnels, les procès, ça peut amener, quand on active, quand on est souvent dans un espace qui est Liusha, on peut activer cette énergie qui amène parfois trop facilement des procès, des pertes financières, aucune harmonie en tout cas. Et le Juming, ça c'est vraiment l'extrême malchance, c'est la plus mauvaise des énergies négatives. Donc voilà un petit peu ce qu'on va rechercher, 4 domaines dans la maison, donc tout ce qui est professionnel et financier, tout ce qui est santé, tout ce qui est relationnel et harmonie. Donc on va déterminer en fonction de la date de naissance des personnes et de leur groupe quelles sont les énergies qui sont activées par les personnes dans leur maison. Donc il faut bien savoir que quand on fait un rapport d'expertise, on fait un rapport pour chaque personne de la maison. Donc il y a une analyse privée pour chaque personne. Je vais m'arrêter 2 petites secondes pour voir si vous avez des questions jusqu'ici. Voilà, allez-y si vous avez une question. Pas de questions? Personne? Bon. Ok, je continue alors. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, on a un plan de maison. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pris les mesures? Je reviens à la question qui m'avait été posée tout à l'heure. Voilà, je me suis mise ici, je me suis mise là, je me suis mise là et j'ai regardé chaque fois dans quelle direction ma maison donnait et j'ai par exemple une direction en est. D'accord? Et donc, je vais mettre l'est au centre. Je vais dans ma grille, quand je fais le tour de la maison, je prends les murs extérieurs et je fais un carré ou un rectangle. Je divise après de part et d'autre en 3 et donc je mets au centre les directions que je trouve, que vous soyez ici, que vous soyez là ou que vous soyez là, chaque fois que vous regardez par ici, vous regardez vers l'est et donc on mettra l'est ici au centre. Et puis, on continue. Après l'Est, c'est le Sud-Est, le Sud, le Sud-Ouest, l'Ouest, le Nord-Ouest, et ainsi de suite. D'accord? Et on détermine comme ça les directions par rapport aux réelles directions
cardinal, parce que souvent, dans le Feng Shui occidental, certaines écoles utilisent, font fi des directions réelles et par exemple, puisque la porte d'entrée est ici, ils mettent directement le nord à la porte d'entrée, quelle que soit la réelle orientation, ce qui est tout à fait différent du Feng Shui traditionnel. Alors Sophie, il est possible de ne pas donner... Oui, d'accord. Bien sûr, je ne donnerai pas de détails concernant des événements confidentiels. Tout à fait, Sophie. Donc, voici un plan. Un exemple, vous voyez la porte d'entrée est ici. Vous voyez ce que je voulais expliquer ici, c'est que vous voyez par exemple le nord-ouest est absent. C'est ce qu'on appelle un espace manquant et c'est la première chose qu'on va regarder dans l'architecture d'une maison parce qu'un espace manquant, il a un impact à plusieurs niveaux. Si la personne, une des personnes de la maison a un chiffre qui correspond au nord-ouest, c'est-à-dire le chiffre 6 par exemple, et que son espace n'est pas dans la maison, il va déjà y avoir là une possibilité, un risque que la personne se sente pas vraiment bien chez elle. Ensuite, un deuxième impact d'espace manquant, c'est que le nord-ouest, par exemple, représente le père dans la maison. Et donc, si le nord-ouest est manquant, l'homme de la maison ou le père pourrait avoir aussi les mêmes effets que je citais tout à l'heure, ne pas se sentir bien chez soi, être toujours parti, que ce soit pour le travail ou d'autres raisons, il ne sera pas souvent à la maison, par exemple. Et enfin, le nord-ouest a aussi, enfin, chaque secteur de la maison correspond à une partie du corps. Une partie du corps, des organes ou peu importe. Le 6, par exemple, le nord-ouest, va correspondre à la tête, au cerveau, aux poumons. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a un problème cérébral ou un problème respiratoire ou pulmonaire, il ne sera pas aidé par la maison. Il risque même d'être affaibli dans ce domaine-là, puisque ce côté-là, cette partie-là, cette orientation-là n'est pas présente dans la maison. Donc vous voyez qu'un secteur manquant peut avoir déjà un fameux impact sur la santé aussi et le bien-être et l'harmonie dans la maison. Je vous laisse encore une possibilité de poser une question au cas où. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Non? Ok, on va... Ah, voilà, Sophie. Le garage rentre donc en compte dans la grille. Ah, là, il y a plusieurs écoles. Certains disent oui, certains disent non. De toute façon, ici, on ne pourrait pas faire autrement parce qu'on a la salle de bain, on a la chambre, donc on prend de toute façon ce mur-ci. D'accord? Maintenant, imaginons que le garage soit ici, à l'extérieur. J'ai déjà testé les deux. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la grille avec et la grille sans le garage. Et souvent, j'ai remarqué que ce soit un garage ou une remise ou peu importe, que la grille avec le garage était plus juste que la grille sans le garage. Ça, c'est une expérience personnelle. Donc voilà, ça c'est un fait. Personnellement, même que ce soit avec à l'extérieur ou comme ceci à l'intérieur de la grille, de toute façon, il n'est jamais bon d'avoir un garage chez soi. Pourquoi? Parce que ce sont des odeurs d'essence, ce sont des moteurs, c'est un endroit perdu puisqu'on n'y vit pas, c'est comme un espace manquant finalement. Donc moi, je recommande toujours dans des plans de construction de faire le garage à l'extérieur. Qu'en est-il de la terrasse? Alors, la terrasse, imaginons que la terrasse soit ici. Le Feng Shui occidental va vous dire d'aller mettre sur votre terrasse des objets ou des choses comme ça. La terrasse, elle est à l'extérieur. Elle n'est pas couverte, elle n'est pas dans la grille de la maison. Vous n'y vivez pas, vous n'y dormez pas. Donc, vous ne la prenez pas en compte dans la grille de la maison. C'est l'extérieur. Maintenant, peut-être qu'en Afrique ou dans des pays chauds, les terrasses sont aussi longtemps occupées
que l'intérieur de la maison, si même pas plus, là, à ce moment-là, l'occupation est différente parce que certaines personnes dorment parfois sur leur terrasse dans certains endroits tellement il fait chaud. Donc là, c'est différent. Mais en France ou en Belgique, il est clair, ou comme en Suisse, il est clair qu'on ne dort pas sur sa terrasse, même peut-être une soirée à la Belle Étoile en plein été, mais c'est pas ça qui va faire qu'on doit prendre la terrasse dans la grille. Donc non, la terrasse ne fait pas partie de la grille de la maison. D'accord? Voyons un peu si je peux encore redire quelque chose. Donc, comme je vous disais, dans la maison, 4 bons espaces et 4 mauvais espaces. Et le centre, il est bon pour tout le monde. Donc, ça veut dire que vous soyez du groupe Est ou du groupe Ouest, le centre est bon pour tous. Par contre, au centre, on va éviter, le centre c'est le cœur de la maison, c'est l'énergie de la maison et du centre se distribue toute l'énergie dans la maison. Donc vous amenez cette énergie par votre porte d'entrée et puis cette énergie elle s'accumule dans le cœur et elle se disperse dans toute la maison. Donc on cherche au centre de la maison un endroit, on recherche un endroit sans, je veux dire, on ne va pas y mettre de salle de bain ni de WC, idéalement, pour ne pas drainer l'énergie. On ne va pas y mettre de cheminée, de cuisine avec cuisinière, etc., pour ne pas brûler l'énergie. Donc, on va rechercher le centre dégagé de tout ce qui est eau, de tout ce qui est feu, de tout ce qui est trous, parce que parfois dans les lofts au centre, on a des trous. On évite les escaliers, etc., dans le centre. Donc, le centre, on le protège, on le laisse bien au calme. D'accord? On fait attention à la circulation de l'énergie dans les pièces, hein, qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'on ne doive pas. Bon, d'abord, l'ordre est évidemment, ça je n'en ai pas parlé, mais il est clair que l'ordre doit être le plus d'ordre possible, mieux c'est, pour qu'il n'y ait pas d'énergie qui stagne dans certaines pièces ou dans certains coins, et donc pouvoir aussi déambuler de façon très fluide dans les pièces. Votre bureau, ben, idéalement, avoir un peu comme la position de la maison, hein, être protégé à l'arrière certainement, et vous retrouver face à un espace dégagé et pas face à un mur comme on fait souvent avec les bureaux des enfants. Face à un mur, vous êtes bloqué, la créativité est bloquée. Donc que ce soit comme ça ou comme ça, c'est très bien. Ici aussi, évitez aussi de vous retrouver dans le flux d'une porte, que ce soit pour un bureau ou pour un lit, parce que c'est très fatigant à la longue et puis perturbant aussi. Alors, face à une fenêtre, oui, là c'est différent, on a un espace, on a de l'ouverture, donc ça c'est OK face à une fenêtre. Pour prendre la mesure d'un lit, vous allez vous mettre au pied du lit, vous allez viser les oreillers et vous allez prendre la mesure que vous allez devant vous. Donc, autrement dit, quand vous êtes couché sur le lit, la direction qui importe, c'est la direction qui est derrière votre tête. D'accord? Donc ça, c'est pour prendre la direction d'un lit. Pour prendre la direction de votre bureau, ben, vous prenez la direction à laquelle suit votre regard quand vous êtes assis à votre bureau. Donc voilà, je vais encore ouvrir les questions et puis on va passer au cas de Sophie. D'abord, je vais parler un petit peu de l'aspect temporel. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Oui, Françoise, je comprends très bien la découpe du plan quand on pose les secteurs comme ça en carré ou en rectangle. Oui. Par contre, sur mon plan, quand je le pose en camembert comme ça, ça ne me parle pas du tout, quoi, parce que le centre, c'est juste un point. Après, oui. Je ne comprends pas cette... Alors, c'est une façon de faire différente. Le Feng Shui, certaines écoles de Feng Shui occidentales vont en effet partir du centre de la maison et travailler en camembert à l'intérieur de la maison. En Feng Shui traditionnel, on ne travaille pas de cette façon-là. On va travailler avec le camembert uniquement pour déborder de la maison et travailler sur l'extérieur. Donc, pour l'extérieur de la maison, on travaille avec cette façon camembert, si je peux dire, en partant du centre de la maison. Mais sur l'intérieur, on ne travaille que par secteur, carré ou rectangle, tel que je l'ai montré sur le plan. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, si vous voulez essayer, vous reprenez votre plan, vous faites le tour
de vos murs, si je peux dire, et vous coupez en 3 part et d'autre. Et vous allez retrouver vos secteurs. Oui, oui, d'accord. Mais ça me parle beaucoup plus que le camembert, que ça me parle pas bien. Non, je pense que je vais aller vers votre idée avec les secteurs, comme ça. Oui. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur ma newsletter et téléchargez. Vous allez recevoir automatiquement les mini-cours gratuits et vous aurez l'explication pour dessiner la grille. Alors, Sophie, oui, je vous en prie. Sophie me dit, pourtant, le Luopan est en camembert. Ben oui, pourquoi est-ce que le Luopan est en camembert? Parce que tout simplement, une boussole, elle fait 360 degrés, elle fait un cercle. Donc, automatiquement, quand on va mesurer avec un cercle de 360 degrés et donc on travaille, la boussole, c'est la même chose, on va travailler et donc c'est logique que ce soit, on ne pourrait pas prendre des mesures avec une boussole en forme carrée, bien sûr. Hein. Donc, c'est dû à ça, c'est dû aux 360 degrés du Luopan. Ok, je vais juste peut-être reparler de l'influence temporelle. Donc, comme je vous ai dit, 8 périodes. On est actuellement dans la période 8, 2004-2023, et il est clair que l'énergie ne va pas changer le 4 février 2004. Alors, pourquoi je dis le 4 février et pas le 1er janvier? Tout simplement parce que l'année chinoise commence le 4 février. On a déterminé une date qui est plus ou moins la plus cohérente possible avec le début du printemps chinois, le début de l'année chinoise. Bon, vous savez que le nouvel an chinois peut varier d'une date à l'autre. On a déterminé le 4 février par facilité. Et donc, comme je disais, quand on change de période en 2004, on ne va pas du 3 février au 4 février changer tout à coup d'énergie. Ça prend du temps de diminuer. L'énergie de la période précédente prend du temps à diminuer, comme l'autre prend du temps. C'est comme un balancier très lent qui va prendre du temps à se mettre en place. Mais il faut savoir que l'énergie qui change, elle va avoir un aspect... J'essaye d'être le plus simple possible parce que c'est la partie la plus compliquée du Feng Shui, ce sont le temporel. Si vous voulez, je vais vous donner mon propre exemple. Je suis rentrée dans la maison chez nous en 1985 et j'étais donc, si vous regardez ici, en période 7. J'ai vécu pendant 20 ans avec cette énergie de période 7 que j'avais amenée en emménageant dans la maison parce qu'on prend la date d'emménagement dans la maison. Et j'ai vécu donc avec cette énergie qui, à certains endroits, était bonne, à d'autres endroits, était moins bonne. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, à partir du moment où on est passé en 2004, certaines énergies qui étaient bonnes en période 7 étaient éteintes, si on peut dire, en période 8. Et d'autres énergies étaient meilleures dans d'autres endroits. Donc, idéalement, on cherche à passer avec la période et pour cela, il faut faire certains aménagements dans la maison. Et donc, on essaye à ce moment-là de faire certains aménagements pour passer avec la période suivante à l'intérieur de la maison. Je ne vais pas insister là-dessus parce que je comprends que c'est très compliqué pour vous, donc je ne vais pas insister. Ce sur quoi je voudrais insister, oui, ça c'est chez moi, je vais juste vous le montrer. Donc voilà mon ancienne porte d'entrée qui était trop yin. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait une porte d'entrée yang, là c'était sur le côté de la maison, vous voyez la végétation, c'était trop yin. J'avais 2 garages en façade qui me prenaient 40 mètres carrés dans la maison. On a retiré les garages et on a fait un bureau pour mon mari, puisqu'il était de groupes différents et qu'il n'avait pas son espace Sheng Shi, donc son espace carrière et prospérité, et on a fait une entrée en façade, en rue. Donc ça a amené évidemment une toute autre énergie. Donc voilà ce que je voulais. Peut-être encore une chose, c'est que faites attention, on ne fait pas des travaux n'importe quand, n'importe où. Chaque année, il y a des énergies où il vaut mieux ne pas faire de travaux. Donc, si c'est le cas chez vous, envoyez-moi un mail pour me demander ce qu'il en est des travaux à tel endroit que vous devez faire ou pas. D'accord? Voilà, pendant que je vais retirer le PowerPoint et mettre le plan de Sophie, je voudrais, si c'est possible, que vous continuiez peut-être à poser vos questions, si vous en avez d'autres. Je vous écoute.
pas de questions? Bernadette? Oui. Oui, encore moins. Nathalie. Hein. Oui, oui, oui. Oui, concernant mon bureau, Oui. en fait, il est forcément très yin parce que je travaille toute seule à la maison. Je n'ai pas de clients qui viennent, il n'y a pas de passage, rien. Mon étoile de montagne est la 5, donc super mauvais, et l'étoile d'eau est la 8. Donc, je mets plein de lumière, je mets de la musique, j'ai mis de l'eau. Est-ce que ça suffit, tu penses? Oui. Oui, oui, Pour oui, tout à fait. recréer l'emplacement un peu yang Oui, oui, c'est oui. bon? Oui, Okay. la quantité d'eau est toujours proportionnelle à au volume de la pièce, mais oui, 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 bien sûr. Il doit en 25 à 30 litres, donc c'est bon, c'est Oui, une petite oui, oui, pièce oui. de 3 Oui, sur 4. oui, oui, oui. Oui, oui. Okay. Super. Donc voilà le plan de Sophie. La porte d'entrée est ici. Vous voyez, suivez donc ma souris peut-être j'espère que vous la voyez. La porte d'entrée est ici, en bas. Au sud-est, donc Sophie a déjà pris toutes les mesures de sa maison. Elle est au sud-est ici. Ce qui est pour elle, cet emplacement-ci est son Sheng-Chi, ce qui est excellent. Je dirais. Pourquoi? Parce que le Sheng-Chi d'abord est une très très bonne énergie. C'est la meilleure. Et donc, chaque fois qu'elle rentre dans son appartement, elle active cette énergie Sheng-Chi. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, donc ils sont deux dans la maison de groupes différents. Ici, le salon, où cette énergie est bonne pour elle, c'est l'énergie relationnelle. Ici, la salle à manger, qui est Juming, donc ça c'est la pire des énergies. En effet, c'est l'énergie d'extrême malchance, je dirais. Ici, la chambre d'une personne et là, la chambre de Sophie. Ensuite, la cuisine ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Non, la cuisine est ici, pardon. Et ici, il y a un bureau. Qu'est-ce qu'on remarque? Deux espaces manquants. Quand est-ce qu'un espace est considéré manquant? Quand il est 50% manquant dans le carré, si je peux dire, de la grille. Donc ici, c'est juste 50%. Donc on le considère comme manquant. Le côté, et c'est justement le Tianyi, donc c'est la santé, c'est donc une énergie affaiblie puisque l'espace est déjà manquant. Alors, je rajouterai autre chose par rapport à ceci, la cuisine, et c'est ce que Yasmina parlait tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a 3 pièces qui vont comment je vais dire, qui vont changer l'énergie. Imaginez que dans votre cuisine, c'est une bonne énergie. C'est le cas pour Sophie, c'est son Tianyi, donc c'est sa santé. C'est une bonne énergie. Plus vous serez présent dans la pièce, plus vous activerez cette énergie. Donc, on recherche évidemment d'être le plus souvent possible présent dans une pièce où l'énergie est bonne pour soi. Mais quand Sophie va cuisiner, elle va brûler cette énergie. Et donc, l'énergie devient, la bonne énergie est brûlée. Donc, voilà, ça devient une énergie négative pour Sophie. Mais quand elle arrête de cuisiner, c'est fini. Donc, Sophie peut utiliser la cuisine autant qu'elle veut, tant qu'elle ne cuisine pas, pour peut-être repasser, pour s'asseoir si c'est possible, en fonction, enfin peu importe, c'est son côté santé. Même s'il est manquant, elle utilise quand même une petite partie, donc prenons ce que l'on a. Comme je disais tout à l'heure avec les animaux pour Nathalie, on fait avec ce qu'on a. Donc, utilisons déjà cette partie-là. Sheng-Chi est manquant aussi, quoique un petit peu moins, puisqu'on a une pièce ici. Donc là aussi, malgré tout, prenons ce qu'on a. C'est l'entrée qui est la plus importante, c'est l'entrée qui est le premier facteur d'importance dans une maison parce que c'est là qu'on active le plus, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, c'est la cuisine et puis ce sont les chambres. Dans la chambre de Sophie, c'est bon, c'est son fouet, donc c'est le côté harmonie, c'est le côté repos, c'est l'idéal. Et je voudrais encore, oui, dire quelque chose, c'est que malheureusement, dans le centre ici, chez Sophie, il y a la salle de bain et le WC. Ce qui veut dire que l'énergie du centre est drainée.
comme on le disait tout à l'heure, on essaye d'éviter ça dans le centre, justement. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça risque d'avoir des effets sur la santé, c'est clair. Il y a une énergie qui est drainée, on perd cette énergie et on est un peu plus apathique, on a l'impression que tout est lourd, que tout est difficile. Donc, il y a un problème certainement de fatigue, de santé à cause de cette salle de bain et de ce WC dans le centre. Mais je voudrais revenir sur la situation de Sophie à l'extérieur. Et je vais vous montrer, donc Sophie a un tigre, elle a un dragon, mais Sophie a beaucoup de problèmes de santé. Et donc, qu'est-ce que j'ai regardé en premier lieu? Ben, comme je vous expliquais tout à l'heure avec les 3 animaux autour de la maison, on va regarder la tortue, c'est la santé. Et Sophie n'a pas de tortue. Et non seulement elle n'a pas de tortue, mais je vais vous montrer, voilà, ça c'est l'arrière de son immeuble. Il y a des garages en contrebas, il n'y a pas de tortue et il y a une rivière. Et donc, la rivière, c'est du yang, c'est de l'eau. Et de l'eau dans le yin, eh bien, ça perturbe le yin, bien sûr. Donc, ça perturbe la santé, ça va perturber la stabilité familiale, etc. Donc, ici, il est vrai que dans ce cas-ci, malheureusement, on accumule beaucoup de choses pour la santé. La première chose la plus importante, c'est le fait qu'il n'y ait pas de tortue et qu'il y ait la rivière. La deuxième chose, c'est d'avoir la salle de bain et le WC dans le centre. Et la troisième chose, c'est d'avoir l'espace manquant en santé et que ce soit la cuisine. Donc, il est clair que ici, malheureusement, on cumule. Et quand on cumule sur plusieurs niveaux, ici on cumule au niveau Sanhe extérieur, on a au niveau Bajai intérieur. Les étoiles volantes, je ne peux pas les calculer, j'ai pas assez de données. Donc, on est déjà 2 niveaux sur 3 sont déjà défaillants. Donc voilà ce qui peut expliquer les problèmes de santé de Sophie. Maintenant, je dirais, quand j'ai fait le Feng Shui, au début, je ne travaillais que cela. Ensuite, je vous ai dit, j'ai fait une formation de coaching et puis une formation de loi d'attraction. Alors, ce que je propose toujours aux gens qui ont un potentiel de maison défaillant, tel que c'est le cas ici. Elle habite un immeuble, c'est un appartement, mais vous savez que les animaux, c'est par rapport à l'immeuble. Et d'ailleurs, Sophie m'a dit que toutes les personnes dans l'immeuble étaient malades, avaient beaucoup de problèmes de santé. Quand on est dans ces cas-là et qu'on ne peut rien faire sur le moment et qu'on ne peut pas changer les choses tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler sur le mental. Vous savez, le Feng Shui, ça ne représente qu'un tiers de la vie de l'homme. Un tiers, c'est la chance de la terre, la maison sur la terre, dans un espace et dans un temps précis. À côté de ça, il y a la chance de l'homme. Qu'est-ce que c'est la chance de l'homme? C'est la façon dont vous avancez dans la vie. C'est ce en quoi vous croyez. Si vous croyez que vous allez trébucher, si vous croyez que vous allez attraper le pire des maladies, vous y arriverez. Si vous croyez par contre que même si votre Feng Shui n'est pas bon, vous pouvez vous en sortir et que vous travaillez ce côté mental, il y a moyen de faire face à un potentiel Feng Shui défaillant. D'ailleurs, regardez autour de vous, tout le monde ne fait pas du Feng Shui et il y a des gens qui ont un Feng Shui exécrable et qui réussissent très bien dans la vie. Ces gens-là ont une force de caractère, peut-être un mental à toute épreuve. Et puis, il y a le troisième tiers qui est plutôt, je vais dire, le karma, c'est la chance du ciel. Déjà l'endroit où vous venez au monde, tout le monde n'a pas la même chance. Les maladies ou ce que vous transmettez dans vos cellules, tout votre héritage familial, les maladies génétiques, tout ce qu'il y a bon voilà, il y a un tas de choses qui viennent aussi sur lesquelles on a beaucoup moins de contrôle. Donc voilà les 3 chances de l'homme. Donc je dirais, ne pensez pas que c'est la fin du monde parce que votre maison ou votre appartement est vraiment pas bon du tout. Il y a toujours moyen d'améliorer quelque chose. Et je dirais, si vraiment, et comme c'est le cas ici pour la santé, je pense que mentalement, Sophie, il y a moyen de travailler pas mal de choses. D'accord? Alors, avant de passer aux questions bien précises de Sophie, je vais encore vous laisser l'occasion de poser, vos questions par rapport à ceci ou par rapport à ce que vous avez chez vous.
Je vous écoute. Pas de questions? Bien. Alors, Sophie nous dit dans le chat, je suis assise dans mon Sheng Shi pour votre cours. Mais c'est très bien, Sophie. Sophie, je voudrais me poser une petite question. Est-ce que, je vois que vous travaillez donc beaucoup en placement, est-ce que vous travaillez aussi direction? Donc, est-ce que vous avez découpé vos directions Parce que quand on travaille les directions en Feng Shui, donc si par exemple devant moi j'ai le sud, toutes les directions font 45 degrés. Seulement en Feng Shui traditionnel, on va couper en 3. On a sud 1, sud 2, sud 3. Et donc, sud 1 sera peut-être bon pour vous, que le sud 2 ne le sera pas, ou vice-versa. D'accord? Donc, il est important de travailler non seulement en emplacement, mais aussi en direction. Non, je n'ai pas fait ça. Alors, je peux vous dire ici, vous m'avez dit à un certain moment, quand je suis dans ma cuisine, je suis à 100, je ne sais plus combien de degrés. J'ai vérifié, c'est bon pour vous. Cette direction-là est bonne pour vous. Donc, sachez que le sud-est, je vais vérifier en vitesse, c'est 147 degrés votre porte d'entrée, c'est ça, hein? Oui, mais je l'ai pris, elle faisait 136 à peu près, enfin, c'est dans ces eaux-là. Ah oui, oui, oui. 136, évidemment, c'est très très bon. C'est sud-est 2. Si c'est 147, c'est moins bon. 136, c'est très bon. Donc la direction de la porte d'entrée et l'emplacement de la porte d'entrée, si c'est 136, les deux sont bons. Donc c'est déjà pas mal, Sophie, hein. Il faut déjà se raccrocher à ça. D'accord? Donc je pense que là, au point de vue Bajai, aller peut-être plus loin dans l'analyse des directions. Si vous en avez l'occasion, si pas, contactez-moi. Alors, j'ai une question ici. Comment faire quand on a deux secteurs manquants, soit le sud-ouest et l'ouest? Nous sommes de quoi? 3 et 9. 3 et 9, ça c'est déjà une bonne chose, c'est le même groupe. Ça veut dire que sud-ouest et ouest, bon, vous n'êtes déjà pas de ces secteurs-là, puisque ce sont des secteurs négatifs pour vous, étant donné que vous êtes du groupe Est, le sud-ouest et ouest étant de l'ouest, ce sont des secteurs négatifs. Par contre, au point de vue santé, c'est l'impact tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. Le sud-ouest, attendez, parce que je ne connais pas tout par cœur quand même. Le sud-ouest, pour ne pas me tromper, ce sera tout ce qui concerne l'estomac, la rate et l'abdomen. Donc, risque de problème là-dedans. L'ouest, ce seront la bouche, la langue, le poumon ou les intestins. Donc, voilà un peu. Là, il risque, quel que soit votre gua, vous risquez peut-être d'avoir un affaiblissement là, dans ces organes-là. Ensuite, il y a un système qui demande présentateur, mais je ne dois pas répondre à ceci. C'est un défaut du système. OK. La première question donc de Sophie, je vais la résumer. Donc deux personnes habitent l'appartement. Sophie est de l'Est, l'autre personne est de l'Ouest. Et Sophie me dit... Sophie a un peu peur que quand elle utilise, par exemple, son secteur Tianyi, qui est bon pour elle, ce secteur-là est mauvais pour l'autre personne. Et Sophie pense que, en étant dans son secteur Tianyi, elle active le secteur de l'autre personne. Alors là, Sophie, je vous rassure tout de suite. On ne peut activer que le secteur dans lequel on se trouve. Si votre fils est donc voilà, c'est votre fils. Si votre fils est dans la cuisine en même temps que vous, bien sûr, il active son secteur en étant présent dans la pièce. Mais s'il est dans sa chambre pendant que vous êtes à la cuisine, c'est pas parce que vous allez vous activer, vous, dans votre Tianyi, dans votre secteur santé, que ça va activer son mauvais secteur. Donc, rassurez-vous, à ce niveau-là, il n'en est pas question. Chacun activera le secteur dans lequel il se trouve. D'accord? Donc, si vous vous trouvez tous les deux dans la cuisine, ben, pour vous, c'est bon, mais pour lui, c'est pas bon. Est-ce que c'est compris, Sophie? Oui, merci. Oui. OK. Alors, deuxième question, quelle porte d'entrée compte en Feng Shui? Celle de l'entrée principale de l'immeuble ou bien celle de l'appartement? Là, je vous dirais les deux.
les deux. Au point de vue du Sanhe, d'abord, de tout ce qui est extérieur, ça va être la porte d'entrée de l'immeuble. Ça, j'ai été claire tout à l'heure par rapport à ça. Ce sera l'immeuble. Par rapport au Bajai, l'intérieur, donc par rapport à votre groupe de naissance et aux énergies que vous activez, ce seront les deux aussi. Vous rentrez, vous amenez une certaine énergie dans l'immeuble, donc vous rentrez à un certain emplacement et dans une certaine direction. Donc ça, par rapport à vous, il est bon aussi de savoir si c'est bon ou pas pour vous. Et puis, il y aura la porte de votre appartement qui va être importante aussi. Et puis, pour le côté temporel, là, c'est beaucoup plus compliqué, mais aussi, on va regarder la façade, soit de l'immeuble, soit de l'appartement. Alors, une question. Je suis du groupe Est, mon chiffre est 1. Secteur manquant sud-ouest et ouest. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la même question que précédemment. Groupe Est et secteur manquant sud-ouest, ouest, ce sont des secteurs négatifs qui sont manquants. Donc, en ça, on pourrait dire, c'est pas grave, mais ça risque d'avoir cet impact. D'abord, Françoise, il faut savoir aussi que le sud-ouest, c'est le secteur de la femme et de la mère dans la maison. Donc, n'étant pas dans la maison, ce secteur sud-ouest, peut-être, ce n'est pas nécessairement le cas, mais peut-être ça risque d'amener un peu de difficulté en tant que femme dans la maison, le rôle de la femme ou le rôle de la mère dans la maison. Ça peut. Sinon, il y a toujours l'impact, donc comme je disais tout à l'heure, de la santé. Ça va? Alors, question suivante de Sophie. Pour améliorer ma santé, dois-je passer plus de temps dans le tianyi qui se trouve dans la cuisine ou le secteur est de mon salon qui se trouve... Ok, donc je vais vous expliquer la question. Il faut savoir que ceci, c'est ce qu'on appelle le grand tai chi. Donc, ce sont les secteurs que l'on travaille sur le plan total de la maison ou de l'appartement. Mais dans chaque pièce, on peut recréer le petit tai chi. On peut, par exemple, ici au salon, on va... le salon, c'est ceci. Hein. Si vous suivez ma souris, c'est tout ceci, le salon. Peut-être même ceci, je ne sais pas. Ben, soit. Imaginons que c'est ceci. On va donc diviser en 3 le salon de part et d'autre. Et on va retrouver les mêmes orientations dans le salon, bien sûr. Et donc, ici, Sophie utilise l'espace Est dans son salon. Donc, cet espace-ci dans le salon. Évidemment que c'est très bien, bien sûr, puisqu'elle utilise doublement son espace santé. Donc, non seulement on peut l'utiliser dans le grand secteur, mais on peut aussi l'utiliser dans le petit secteur. Ça va, Sophie, toujours? Les autres, n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Hein. Je vous ai dit, Sophie est déjà très, très poussée ici au point de vue étude du Feng Shui, donc il risque d'avoir des incompréhensions, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la sous-sectorisation? Oui, c'est ça. Hein. Oui, oui, je pense que ça s'appelle comme ça, oui, dans certaines écoles, oui. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, une autre question. Une partie de ma cuisine, donc toujours chez Sophie, hein, une partie de ma cuisine, congélateur, frigo, placard, réserve de nourriture, est au nord-est. Donc tout ceci, ici, si vous voyez sur le plan, tout ceci est au nord-est. Et le nord-est, cette année, fait face, oui, je ne vais pas donner tout le détail, mais donc, il faut savoir que cette année, le nord-est, il vaut mieux éviter de faire des travaux au nord-est parce que c'est une énergie néfaste qui risque d'amener des problèmes de santé. Donc, Sophie me demande, tiens, tout ça est au nord-est, est-ce que quand j'utilise cette partie-là de ma cuisine au nord-est, est-ce que j'active cette mauvaise énergie? Non, je n'irai pas jusque-là. On active cette énergie quand on fait des travaux de grande ampleur, comme par exemple faire des trous, démolir des murs ou des choses comme ça. Donc, sinon, ce serait plus vivable. Sophie, je vous rassure tout de suite, mon bureau est dans le secteur nord-est. Je ne m'en inquiète pas pour autant. Et en plus, c'est l'étoile 5. Je ne m'en inquiète pas pour autant. Donc, de nouveau, attention au mental qui risque de vous faire prendre certaines choses beaucoup trop à la lettre. Et je crois aussi que dans certaines présentations du Feng Shui, il y a des littératures alarmistes.
Donc, méfiez-vous, ne tombez pas dans la psychose. Sinon, c'est plus du feng shui si vous pouvez plus rien faire. Le feng shui, c'est quoi? C'est être bien chez soi. Alors, si vous mettez trop d'obsession sur certaines choses, il n'existe pas de feng shui idéal. Ça, c'est clair. Même si vous construisez votre maison, vous n'arriverez jamais à faire un 100% idéal. Donc, il faut pouvoir vivre avec certaines choses qui sont moins bonnes. Il suffit de savoir que faire ou ne pas faire. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais le fait d'être dans une pièce qui a l'affliction de l'année ne veut pas dire pour autant, bon, je n'y mettrai pas de l'eau, je ne vais pas aller activer cet endroit-là, mais tant que j'y fais pas de travaux, il ne faut pas vous inquiéter. C'est une énergie temporelle. Quand on regarde tous les paramètres que l'on analyse en Feng Shui, elle vient, je ne vais pas dire en dernier lieu, mais elle vient loin. D'accord? Donc, ce n'est pas la plus importante. Quand on a des secteurs en partie manquants, comment faire pour y remédier? Le Feng Shui occidental va vous dire de mettre des miroirs. Vous aurez beau mettre les miroirs que vous voulez, ce n'est pas pour autant que vous vivrez dans l'espace manquant. Vous n'y dormirez pas, vous n'y serez pas présent. Donc, vous n'activerez jamais un espace qui est manquant. Donc, la seule possibilité, c'est de refermer l'espace, c'est de le construire, si je peux dire, quand c'est possible dans une maison. Sinon, c'est faire comme vous avez fait, utiliser ce que vous avez et utiliser les petits secteurs quand c'est possible et les directions. Si ici, étant donné que le problème est surtout de la santé, je dirais, cherchons l'espace santé dans les directions et notamment le lit, puisque c'est là que vous restez le plus longtemps. Donc voilà certainement une piste. Alors une question, de quoi faut-il s'inquiéter? Car mon mari fait justement de gros travaux dans la cave, dans le secteur nord-est. Est-ce que vous pouvez dire exactement quel type de travaux? Je ne sais pas votre prénom parce que le pseudonyme c'est Riri, mais c'est très amusant. Donc, est-ce que vous pouvez me préciser quel type de travaux? Riri. Non, Riri n'a pas envie de parler, c'est pas grave. Ça peut poser des problèmes. En effet, casser les murs, voilà. Attention, le nord-est cette année-ci est donc, comme je disais, un secteur où il vaut mieux ne pas faire des travaux. Quels peuvent être les effets des soucis de santé? Donc, moi, je dis, quand on doit faire des travaux, essayons dans la mesure du possible, si c'est possible, de ne pas dormir pendant la durée des travaux, de ne pas dormir dans la maison, si c'est possible. Maintenant, vous pouvez peut-être aussi travailler le mental en disant je suis en bonne santé, je reste en bonne santé, ces travaux ne m'affectent pas. Enfin bon, travaillez comme vous voulez, mais voilà, il y a un risque. Ça, je peux pas vous dire que non, il y a un risque. Alors, une autre question de Sophie. Y a-t-il un moyen de faire? Oui. Donc, quand il y a un souci au point de vue je vais dire d'une situation juridique, un procès ou quoi, est-ce que il y a moyen est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je dirais, utilisez votre Sheng Chi. Bon, vous l'utilisez déjà pas mal, Sophie, puisque c'est votre entrée. Peut-être un bureau en direction Sheng Chi supplémentaire, ça peut aider. Sheng Chi et Tianyi, donc Tianyi, Tianyi, c'est santé, mais c'est aussi le soutien de personnes importantes. Donc, ce sont deux secteurs à activer en emplacement et en direction. D'accord? Alors, pour trouver un terrain favorable pour construire une maison, y a-t-il un secteur favorable? Je dirais la même chose. Sheng Chi et Tianyi, c'est vraiment les deux secteurs les plus importants, les énergies les plus fortes. Je dois vendre mon appartement. Un secteur est-il favorable également? Sheng Chi. Idem. Tianyi, personne importante. On peut avoir une personne qui tout d'un coup va être plus présente pour. Donc voilà, Sheng Chi et Tianyi, c'est souvent, ça revient souvent. Alors, mon téléphone se trouve dans mon Zooming. Donc ça, le Zooming, je rappelle aux autres, c'est l'énergie la plus négative. Et aussi la télévision. Attendez, non, je relis. Mon téléphone se trouve dans le Zooming. Et la télévision aussi.
essayez de le déplacer, mais n'allez pas la remettre dans le centre. Ce ne serait pas mieux non plus. Voyez si vous pouvez la déplacer. Maintenant, ça dépend aussi du nombre d'heures que l'on regarde la télévision. Tout est toujours au prorata du nombre d'heures que l'on passe dans la pièce. Si on regarde la télévision 1 heure par jour, c'est pas ça qui va chambouler toute votre vie. Maintenant, quelqu'un qui serait pensionné et qui regarde la télévision du matin au soir, là, je dirais, c'est pas le meilleur secteur pour s'y trouver ni pour regarder la télévision. Donc, essayez de déplacer dans la mesure du possible. Alors, j'ai une question ici. Que puis-je faire si la cheminée se situe au centre de la maison? Est-ce que c'est une cheminée de chauffage central ou est-ce que c'est une cheminée à feu ouvert que vous allumez? C'est à feu ouvert. Ben, quand vous utilisez la cheminée, elle brûle l'énergie de la maison. Ça veut dire que vous risquez, entre autres, peut-être plus de fatigue ou de petits problèmes de santé quand la cheminée fonctionne. Bon, maintenant, de nouveau, quand elle ne fonctionne pas, il n'y a aucun souci, hein, bien sûr. Donc voilà, maintenant c'est aussi l'utilisation qu'on en fait, la fréquence de l'utilisation, mais au centre, on essaie d'éviter tout ce qui est feu et drainage d'eau. Alors, le voisin du dessous a fait de gros travaux dans son logement. Est-ce que ça a incidence sur mon logement? Non. Vous ne logez pas chez le voisin, donc ces travaux ne vont pas nécessairement avoir une incidence. Maintenant, si ça fait du marteau-piqueur toute la journée, je comprends que ça puisse vous épuiser et que ça puisse avoir une incidence, mais logiquement, vous ne dormez pas chez le voisin, donc ça n'a pas... On ne reçoit... On est sensible aux énergies qu'à partir du moment où on y vit, où on y est présent. Hein, donc, faites bien attention à cette façon de voir les choses. Alors, Sophie dit aussi qu'elle a peur d'utiliser, de faire trop de bruit dans certains secteurs qui correspondent justement à des énergies temporelles néfastes. Non, je n'irai pas jusque-là. De nouveau, n'ayez pas peur, ce n'est pas ça. Du moment que vous ne faites pas de gros travaux dans ces endroits-là, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, la salle à manger se trouve dans le Juming, donc difficile pour prendre les repas. Comment faire? Bon, on voit ici en effet que la salle à manger, bon, c'est bon pour l'un, c'est mauvais pour l'autre. Est-ce qu'il y a moyen dans la salle à manger de refaire le petit tai chi, les petits secteurs, et d'utiliser pour vous un bon petit secteur à la place où vous vous mettrez à table? C'est un des moyens. S'il n'y a pas moyen de manger ailleurs, ce que je comprends, parce qu'apparemment, quoique, enfin, il faut le vouloir, hein, je ne sais pas comment ça se trouve chez vous, mais ici, il y a 2 pièces, il y a sud et sud-ouest. Moi, pourquoi pas mettre la table ici, un côté sud-ouest et un côté sud, et chacun a son bon espace. Maintenant, si ce n'est pas possible, utilisez les petits tai chi, les petits secteurs. Il faut parfois changer les meubles, hein, changer de place pour retrouver du moins des tables ou des fauteuils pour être dans des bons secteurs, bons petits secteurs. Est-ce que c'est clair, Sophie? Oui, c'est ce que j'avais avant. La salle à manger était dans l'autre pièce. Mais cette année, comme il ne faut pas déplacer les meubles, donc du coup, je n'y touche pas. C'est pas énorme, c'est pas... Ne vous inquiétez pas avec ça. Vous pouvez changer votre table et la mettre, vous prenez à 2, vous la soulevez, vous la déposez. Hein. C'est pas comme si vous faisiez vraiment un déménagement complet du grenier à la cave. Hein. Ne vous inquiétez pas avec cela. Donc, mettez votre table que chacun ait son bon secteur si c'est possible pour vous. N'hésitez pas. Vivez normalement, je dirais. Hein. Il ne faut pas, comme je disais tantôt, il ne faut pas s'alarmer parce que, je vous dis, l'énergie temporelle, oui, elle a son importance, mais il y a bien plus important que ça. Il y a une hiérarchie dans les énergies, hein, donc pensez-y. Alors, donc voilà, évitez
éviter ces secteurs, ben non, vous y passez. Vous me diriez, votre chambre est dans le zooming, je dirais, essayez de changer de chambre. Ça oui, parce que vous y restez longtemps dans votre chambre, au moins entre 6 et 8 heures. Mais c'est pas une demi-heure à table qui va tout bouleverser. Je pense que les gros problèmes de santé chez vous, ils viennent de l'extérieur, ça on l'a vu, et de la salle de bain. C'est surtout là qu'il y a un souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut y changer? Pas grand-chose malheureusement. Donc voilà, vous êtes sur le point de vouloir construire une maison. Focalisez-vous sur cette maison que vous allez construire avec ces principes Feng Shui qui va vous convenir et vous allez vous focaliser sur quelque chose de positif. Comment faire pour vivre paisiblement et harmonieusement quand nos secteurs sont opposés? Chacun peut trouver sa place. À partir du moment où chacun a sa chambre dans un bon secteur, le reste, on n'y reste pas si longtemps et il y a toujours moyen de travailler avec les petits secteurs. Voilà. Le garage, donc ça, j'y ai répondu. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à tout ceci? Un aquarium. Je voulais savoir où est-ce que vous pouvez le mettre. Un aquarium, il y a plusieurs critères pour placer l'eau. D'abord, que ce soit un bon secteur pour vous. Et puis, il y a d'autres critères qui travaillent avec les énergies temporelles, les étoiles volantes. Et voilà, il faut aussi, bon, je ne peux pas malheureusement tout vous expliquer ici. Et de toute façon, il est impossible que je fasse les étoiles volantes sans avoir pris vraiment tous les renseignements nécessaires. Donc, sachez qu'on ne met pas de l'eau n'importe où. Surtout quand il y a une quantité d'eau comme... Maintenant, si votre aquarium est couvert, là, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de contact entre l'air et l'eau. Donc, si c'est couvert, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Ça va? D'accord, ok, merci. Autre question? Alors, sachez que tout ceci, bien sûr, fait partie de cours, de formation. Je vais quand même vous en parler parce que vous pourriez avoir des questions là-dessus aussi. Je forme des consultants en Feng Shui. Vous en avez quelques-uns dans la salle aujourd'hui. Je forme aussi en coaching, enfin du moins en loi d'attraction. Merci Nathalie, tu nous dis au revoir, je comprends. À bientôt, merci d'avoir été présente. Donc, toutes ces formations, en Feng Shui, il y a plusieurs types de formations. Il y a la formation intermédiaire qui vous permet de prendre les cours en ligne, suivre les cours en ligne avec des fascicules, des modules qui sont très complets et d'avoir un accès direct avec moi pour réponse à toutes vos questions. Donc ça, c'est la formation intermédiaire. Ce sont 6 modules que vous recevez au fur et à mesure dans votre boîte mail. À côté de ça, mais là, vous ne pouvez travailler que sur votre maison, il est bien compris. À côté de ça, il y a la formation donc de consultant. Vous pouvez trouver cette formation sur mon site dans l'onglet formation et vous descendez jusque contenu et tarifs. Et là, vous avez tout l'explicatif. Même ceci dit, si vous avez des questions après, vous pouvez me les envoyer par mail et je vous y répondrai ou je vous donnerai les liens si vous cherchez, si vous ne vous y retrouvez pas dans mon site. Il faut savoir aussi que je vais organiser au tout début du mois de mai un atelier en ligne de 2 soirées. Avec, évidemment, je ne vais pas pouvoir tout faire, mais l'essentiel. Donc, inscrivez-vous sur ma newsletter et vous serez au courant. Françoise qui met « Je recommande la formation ». Merci beaucoup, Françoise. Inscrivez-vous sur ma newsletter, vous serez au courant. Donc, normalement, ce serait le 3 et le 4 mai. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi au plus vite par mail. Ce sera vraiment un prix très, très, très avantageux. Ce seront 2 soirées. Avec pause, vous pourrez poser vos questions, vous pourrez m'envoyer vos plans, etc. Il faut savoir aussi que la formation complète en Feng Shui pour devenir consultant, une nouvelle formation commence en avril, c'est une formation de semaine et une autre formation en octobre pour les week-ends.
Donc, voilà un petit peu. Est-ce que quelqu'un a une question à propos des formations Feng Shui avant que je passe à autre chose? Oui, je voulais savoir, pour être expert en Feng Shui, il faut compter combien de formations et combien de niveaux? Alors, la formation complète comprend 4 niveaux. Le premier niveau, qui est un niveau... attendez, je vais... non, ce sera beaucoup trop... donc, le premier niveau, il y a 4 cahiers. 4 cahiers, ça veut dire 8 jours. Ce ne sont pas nécessairement 8 jours consécutifs, hein. C'est 2 jours par mois, mais je choisis toujours les dates avec les étudiants. J'impose la première date, ça c'est clair, et puis après nous choisissons les dates ensemble. Donc, ce sont 8 jours, c'est le premier cycle. Avec ça, on est apprenti. On a l'essentiel, on peut déjà commencer à travailler chez soi et regarder un petit peu chez soi, mais c'est un début, ce sont les bases. Ensuite, 5 jours supplémentaires pour le deuxième cycle, c'est le cycle conseillé. Là, déjà, on a travaillé un peu plus profondément sur les routes, les immeubles. C'est déjà un niveau, on analyse déjà très bien beaucoup de maisons, toutes les maisons. On va déjà assez loin. Ensuite, c'est le troisième niveau, c'est le niveau consultant. Et quand vous avez fini votre niveau consultant, vous êtes apte à analyser n'importe quelle maison. Donc, vous pouvez vous arrêter là si vous le désirez. Ensuite, si vous désirez aller plus loin, vous avez le quatrième niveau qui est le niveau expert, qui est un module de 3 jours très pointu sur l'utilisation de l'eau à l'extérieur, et c'est suivi d'une certification qui se fait en France, en Corrèze, de 3 jours. Et là, vous passez l'examen et vous devenez expert. Alors, est-ce qu'il vaut mieux rester consultant? Est-ce qu'il vaut mieux rester expert? Je dirais, la première chose, le but, c'est au moins consultant pour pouvoir avoir toutes les données pour travailler chez tout le monde. Et on peut très bien se débrouiller rien qu'avec ça. Si vous prenez le niveau expert, sachez que simplement, vous pourrez augmenter un peu vos tarifs, tout simplement. Et vous aurez peut-être aussi des choses plus pointues par rapport à l'eau à l'extérieur. Est-ce que ça répond à vos questions? Donc, l'ensemble, c'est premier cycle 8 jours, deuxième cycle 5 jours, troisième cycle 5 jours et dernier cycle facultatif 3 jours, plus 3 jours de certification. Donc, 18 jours pour devenir consultant, si je peux dire, qui s'étale en général sur 7 ou 8 mois maximum. D'accord. Et donc, ça peut se payer par cycle ou par cahier. Ça, c'est en fonction, ça, c'est à voir directement avec moi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une autre question pour les formations Feng Shui? Bonjour Bernadette, c'est Marilyn à l'appareil. Bonjour Marilyn. Oui, donc pour les formations, donc vous avez dit que les jours étaient, enfin les premiers jours étaient imposés, et alors après, quand on a une autre activité, effectivement, comment peut-on faire pour faire coïncider l'activité actuelle avec les jours de formation? C'est pour ça que je fais deux types de formations. J'en fais une en semaine et j'en fais une en week-end. Bon, maintenant, je mets la formation week-end à partir d'octobre. Admettons que je n'ai personne dans la formation de semaine qui commence fin avril, début mai. À ce moment-là, je mettrai peut-être pour septembre, j'avancerai sans doute un peu la formation d'octobre. Celle du week-end, je la mettrai un peu plus tôt, peut-être bien. Oui. Donc, souvent, ben, c'est vrai, les gens qui travaillent ou qui peuvent pas prendre de congé, qui ne sont pas indépendants, font la formation en week-end, ça c'est clair. Oui. D'accord. Et donc la formation en week-end, c'est samedi-dimanche, évidemment. Pas toujours, non. Par exemple, ça peut être dimanche, lundi. Ça peut être deux samedis, ça peut parfois être un dimanche, mais tout ça, je vais choisir le premier jour et puis on décide ensemble. Mais à partir du moment où vous travaillez toute la semaine, il est clair que ça ne peut se faire que des jours fériés. Ça, c'est évident.
D'accord. Et donc, ça peut aussi se faire en ligne ou il est impératif d'être présent physiquement au cours? Mais c'est-à-dire qu'alors il y a, pour le faire en ligne, il faut déjà, là il faut que vous ayez un entretien plus particulier avec moi pour que je puisse voir un petit peu comment vous percevez les choses. Parce que alors, je donne par exemple pour le moment une formation en ligne de quelqu'un qui est sur Paris, mais elle est déjà venue passer une journée chez moi. Je vais aller passer une journée à Paris parce qu'on a besoin d'être ensemble pour certains exercices pratiques. Donc il y a il y a certaines choses peuvent se faire en ligne, mais d'autres pas. C'est pas possible. Oui, oui, bien sûr. D'accord, merci. Voilà. Donc n'hésitez pas pour toutes les questions, envoyez-moi mail ou téléphonez-moi, c'est comme vous le désirez. D'accord? D'autres questions encore sur les formations Feng Shui? Oui, je voulais savoir si vous donniez vos formations en Belgique. Oui. Oui, d'accord. Et je fais le nord de la France aussi, jusque Paris. Quand j'ai eu mon étudiante de Paris, on a essayé de voir un peu s'il y avait d'autres personnes intéressées sur Paris. Bon, étant donné que je ne suis pas sur place à Paris, je ne peux pas faire de la publicité de la même façon, mais c'est toujours possible. À partir du moment où j'ai 4 personnes sur Paris, je peux faire la formation sur Paris. Mais il me faut au moins 4 personnes pour rentrer dans mes frais. Ça, c'est évident. D'accord. D'autres questions? Alors peut-être par rapport à la loi d'attraction, bon, la loi d'attraction, si vous ne savez pas exactement ce que c'est en fait le fait de pouvoir créer sa vie avec la façon de diriger ses pensées, comme je vous expliquais tout à l'heure. Hein, celui qui dit qu'il va tomber, eh bien, il arrivera par tomber. Celui qui dit qu'il va réussir ce qu'il est en train de faire, eh bien, il y arrivera. Bon, c'est très caricatural ce que je viens de vous dire ici, bien sûr. Sachez que cette formation sur la loi d'attraction est prévue commencer le 14 avril, donc mi-avril. C'est une formation qui se donne le soir par période donc de 20h à 21h30 en ligne. Donc là, vous pouvez être à n'importe quel endroit dans le monde et vous brancher de chez vous. Donc ça, c'est très pratique. Il y a des supports écrits. Tout est enregistré. Vous recevez la formation le lendemain du cours, vous recevez l'enregistrement. Et ce sont des formations, une fois finies, que vous pouvez suivre, refaire autant que vous voulez. C'est une formation à vie puisque vous avez les enregistrements et certaines personnes ont déjà témoigné qu'elles se remettaient à refaire la formation, enfin qu'elles reprenaient les enregistrements pour se remettre un peu dans le bain. Donc c'est une formation de 12 semaines, 3 niveaux aussi, pas nécessairement toutes les semaines d'affilée. Là aussi, je commence le 14 avril, mais après je détermine les dates avec les participants. Sachez qu'il y a une promotion particulière sur la prochaine formation, en ce sens que j'ai fait un prix global pour la formation et donc c'est une formation normalement qui coûte 1 700 €. Mais si j'ai 10 inscrits, elle reviendra à 50%, à 850 €, payable en 2 ou 3 fois si nécessaire. Donc c'est vraiment un cadeau que je propose, j'en fais régulièrement et voilà, je l'ai mis cette fois-ci sur la formation en loi d'attraction. Là aussi, il y aura une matinée en ligne un samedi matin, le 23 du 4, le 23 avril. Malheureusement, je ne sais pas le faire avant. Si jamais vous avez envie de suivre cette matinée en ligne du 23 du 4 et puis que vous décidez de suivre la formation en loi d'attraction, ce sera toujours possible, bien sûr, parce qu'on viendra de commencer, donc ce ne sera pas impossible à récupérer. Donc voilà, est-ce que par rapport à la loi de l'attraction, est-ce qu'il y a des questions? Oui, ça consiste en quoi? Par rapport au Feng Shui? Alors, ça consiste justement, comme j'expliquais tout à l'heure, pour moi, c'est complémentaire. Ça consiste à travailler la chance de l'homme, la chance du mental. Quand on a une maison, bon, comme Sophie, qui au point de vue santé n'est malheureusement pas vraiment bénéfique,
qu'elle ne sait pas faire grand-chose pour le moment, eh bien, on va vraiment travailler sur le mental. Mais on ne travaille pas que par rapport à la santé. On va travailler, c'est vraiment créer sa vie telle qu'on a envie de la vivre. On va travailler sur le côté relationnel, comment éviter d'être toujours vampirisé par les gens qui nous entourent. On va travailler sur le côté professionnel. Qu'est-ce que je veux comme profession? Quel est mon objectif? Comment je veux y arriver? Qu'est-ce que je veux atteindre? Étant donné que je suis coach en PNL, donc programmation neurolinguistique, j'utilise aussi dans ma formation des exercices de coaching que je vous fais faire soit en direct si vous l'acceptez ou que vous pouvez faire après vous, chez vous. Et donc, c'est un mélange. On travaille donc le côté relationnel, le côté professionnel, le côté santé, le côté financier également. Alors, c'est très amusant parce que il y a une façon parfois et je rajouterai, c'est d'ailleurs cette fois-ci, beaucoup plus de jeux dans la formation pour jouer justement, pas jouer avec des jeux d'argent, c'est pas ça que je veux dire, je vous demande pas d'aller au casino, mais vous verrez travailler sur le mental pour attirer, pour manifester de l'argent ou autre chose dans votre vie. Voilà, je ne sais pas si j'étais suffisamment claire, c'est pas toujours facile d'expliquer en quelques minutes, mais en tout cas, c'est une formation qui permet certainement de lâcher prise par rapport au stress du quotidien, parce qu'on se fait confiance, on apprend à se faire confiance et on apprend à faire confiance à la vie. Et moi, c'est la première chose qui m'a vraiment été bénéfique quand j'ai moi-même suivi cette formation-là, un recul, waouh, de pouvoir se dire, ok, je prends du recul ici et je ne m'implique pas. Et rien que ça, déjà, c'est énorme. Donc, vous faites la formation de loi d'attraction pour les personnes et c'est dans le but que ces personnes puissent à leur tour l'enseigner ou c'est juste à des fins personnelles pour chacune d'entre elles? Jusqu'à présent, c'était à des fins personnelles, comme vous dites, mais bon, qui finalement ont un effet sur toute la famille, je dirais. Mais voilà, je peux envisager de la faire certifiante aussi. Pourquoi pas? C'est possible. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi je suis arrivée en cours de route. Je suis arrivée, il était 8h30, donc j'ai pris en cours de route. Je ne sais pas si vous avez parlé de géobiologie. Non, je n'en ai pas parlé. C'est une bonne question. Voilà, et donc voilà, alors j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu, puisque ça fait aussi un petit peu partie de l'analyse Feng Shui. Et ça paraît être aussi très, très important. Donc, vous, dans votre parcours, est-ce que vous avez étudié un petit peu la géobiologie et comment vous positionnez ça par rapport au Feng Shui? Alors, je n'ai pas étudié la géobiologie. Quand j'ai besoin d'un géobiologue, je fais appel à un collègue. J'estime que, voilà, si je me suis appelée dans une maison et que je ne trouve rien au point de vue Feng Shui qui pourrait expliquer quelque chose, un problème ou quoi, d'abord je vais le remarquer. S'il y a un problème géobiologique, je vais le remarquer. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. J'ai eu le cas une fois. Je me suis trouvée dans une maison, dans une chambre d'un enfant et je connaissais la direction dans laquelle je faisais face, puisque j'avais pris mes mesures tout autour, à l'extérieur, etc. Et au lieu d'avoir, comme par exemple, je ne sais plus quelle direction c'est exactement, mais au lieu d'avoir, prenons un exemple, le sud devant moi, ma boussole indiquait le nord. La boussole, surtout la mienne particulièrement, est très peu sensible aux ondes électromagnétiques. Mais dès que j'ai un problème de géobiologie, je le vois sur ma boussole. Elle est vraiment, comme on dit, elle tourne saute. Perturbée. Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où ça pose problème, là, je
propose aux gens de faire d'abord appel à un géobiologue et puis que le géobiologue voit ce qui se passe, s'il y a des failles, s'il y a des courants Hartmann-Curie qui se superposent ou des choses comme ça, qui règle d'abord le problème dans le sous-sol. Et puis, à ce moment-là, je reviens. Mais les deux, pour moi, ne sont pas incompatibles. Certaines personnes disent que c'est tout à fait incompatible ou qu'on n'en a pas besoin. Voilà, je respecte l'avis de chacun, mais moi, personnellement, j'ai fait venir, dans ce cas-là, j'ai proposé aux gens de faire d'abord venir un géobiologue. Ben, moi, de ce que j'ai lu un petit peu justement là-dessus, ça me paraît même être un petit peu la base avant même de commencer le Feng Shui, puisque il y a déjà une analyse du terrain, et puis après l'analyse Feng Shui qui vient renforcer, je pense, cette première analyse géobiologique, quoi. Oui, tout à fait. Ça peut être en effet une très bonne base pour commencer, surtout quand on achète un terrain et qu'on veut construire une maison. Maintenant, si la maison est déjà existante, moi je dis toujours aux gens avant d'acheter, adressez-vous, enfin, essayez de connaître l'histoire de la maison, qu'est-ce qui s'y est passé. Dans un immeuble, on retrouve parfois jusqu'au 9e étage les mêmes problèmes dans une certaine orientation que d'un appartement à l'autre. Ça, c'est un cas géobiologie, c'est clair. Voilà. Maintenant, tout le monde ne veut pas nécessairement passer par là. C'est bien, c'est pas bien. Bon, c'est à chacun de prendre sa décision. Mais en effet, ça peut être une très bonne base pour commencer. Oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, j'ai aussi une autre question. Alors, à propos d'un appartement, je connais quelqu'un qui habite un appartement au 6e étage et donc sur le palier, face à la porte d'entrée, il y a un toilette, enfin un WC. Et puis, quand on rentre, bon, c'est un tout petit appartement de 26 mètres carrés, donc ça fait vraiment un petit espace entrée. Et puis, juste en face, il y a là le WC et la salle de bain de l'appartement. Donc, que peut-on faire pour, j'imagine, remédier à ça, parce que ça ne doit pas être terrible? C'est pas idéal, non, puisque l'entrée baigne directement, je vais dire, dans une énergie qui est drainée, qui est la salle de bain et les WC. Maintenant, je dirais, laissons la porte fermée, ça c'est clair. Je pense que là, c'est logique aussi. Mais je peux pas. Le Feng Shui occidental va vous dire de mettre un miroir, ça ne sert à rien. Personnellement, je trouve que ça ne sert à rien. L'idéal, c'est d'éviter ce genre de configuration et quand on l'a, si ça pose problème au point de vue santé, par exemple, ou au point de vue que la personne sent qu'elle n'a pas d'énergie, qu'elle est fatiguée, etc., activer tous les secteurs santé dans l'appartement. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Bon, écoutez, oui, d'accord, merci. Je vous en prie. Voilà. Laurence, oui, il y a une question encore? Oui, j'ai une question, Bernadette. Oui. Je voulais savoir, dans le projet de ma future maison, je voulais installer un récupérateur d'eau de pluie, c'est-à-dire une grosse quantité d'eau, et également des panneaux photovoltaïques solaires sur le toit. Est-ce que c'est compatible avec le Feng Shui? Bon, la quantité d'eau, c'est à l'extérieur, je suppose. Oui, c'est à l'extérieur, tout à fait, oui. Donc là, on revient au placement de l'eau à l'extérieur en fonction des différents critères. Il y a des critères à respecter. Maintenant, en attendant, ou si il n'y a pas d'expertise qui est faite, il suffit de couvrir l'eau, tout simplement, de mettre un couvercle et laisser juste le tuyau qui amène l'eau et faire un trou dans le couvercle pour que le tuyau passe, mais on laisse le couvercle sur le bac d'eau. C'est tout ce que je peux dire. Pardon? C'est une citerne enterrée à côté de la maison, c'est quelque chose d'important. Ah, si c'est enterré, on ne le voit pas. Alors, ça n'a pas d'impact. En Feng Shui, on analyse que ce que l'on voit. En géobiologie, on va analyser le sous-sol. D'accord? Et alors, les panneaux photovoltaïques, je n'ai pas... personnellement, j'ai pas encore suffisamment d'expérience de maison où j'ai eu des panneaux photovoltaïques pour vous donner un avis.
Disons que moi, personnellement, si c'était pour moi, je n'aimerais pas voir ma chambre juste en dessous de panneaux voltaïques. C'est peut-être une idée, j'en sais rien. Je ne m'y connais pas assez pour répondre à cette question-là. Je ne sais pas si quelqu'un a une expérience là-dedans. Laurence, je ne sais pas si tu as déjà eu une expérience de panneaux voltaïques, de panneaux photovoltaïques. Non, j'ai pas eu encore ça. Non plus. Surtout au niveau géobiologique, plutôt, comme tu disais. Oui. C'est plus ça les gros problèmes, je dirais. Oui. Il y a quand même beaucoup d'électricité aussi, de fils qui passent. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je n'ai malheureusement pas suffisamment d'expérience là-dedans. Je n'ai pas encore suffisamment observé. Voilà. Et alors, moi j'ai une une question à propos du chauffage par le sol, puisque vous parlez de fils électriques, etc. Donc, que pensez-vous des chauffages par le sol? Je dirais que si c'est bien fait, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, ça ne me dérange pas, personnellement. Laurence, qu'est-ce que tu en penses? Non, à l'époque, on disait beaucoup aux problèmes de santé, mais c'était parce que c'était le chauffage au sol. Mais je dirais que non, parce que c'est couvert, je veux dire. C'est comme l'électricité, finalement. Ma foi, voilà, on a bien du Wi-Fi, c'est aussi mauvais, quoi. Je dirais que sinon, il n'y a plus qui est mauvais, finalement. Oui. Personnellement, j'ai fait déjà 1 ou 2 maisons avec chauffage par le sol. Ça n'a pas l'air d'avoir un impact de santé pour aucune des personnes. D'accord. Voilà. Ok, ben nous allons peut-être... Ah, ici une question. Que pensez-vous de faire creuser un puits près d'une maison? Pourquoi pas? De nouveau, l'eau est-elle visible ou pas? Si elle est visible, autant qu'elle soit dans un bon endroit. Si elle n'est pas visible, c'est pas grave. Alors, Françoise dit, j'en ai chez moi, ça ne pose pas de problème particulier. Chauffage par le sol. Non, en effet. D'accord. Non, je pense pas en effet que ça ait un impact. Bien, bien. Une dernière question? Oui. Oui, à propos des grosses poubelles d'extérieur, y a-t-il un endroit où il est préférable de mettre dans un secteur, par exemple sud-ouest, est Non, une importance. Je dirais la première chose à faire, c'est de les camoufler. D'abord, de ne pas les avoir près d'une porte d'entrée, qu'elle soit porte d'entrée principale ou secondaire, parce que vous, malgré tout, vous ramenez une énergie néfaste dans la maison quand vous y passez. Et puis visuellement, ce n'est pas non plus très agréable. Là, on va plutôt analyser ça au niveau de la qualité du chi autour de la maison. Donc, c'est une énergie néfaste puisque c'est des ordures, même si c'est couvert. Donc, je dirais jamais près d'une porte, jamais près d'une fenêtre, jamais près d'un espace terrasse à vivre. Alors, moi, je recommande, quand c'est possible, si on a une maison, de faire un espace végétal et de pouvoir mettre les poubelles là derrière, ou un box en bois, ou une armoire sur un balcon d'appartement, par exemple, des choses comme ça. D'accord, d'accord, merci. Mais les orientations n'ont aucune importance. Non, 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 non. Avec bien sûr la logique de l'hygiène, du nettoyage de la poubelle et de la vider régulièrement. Ça, je suppose que bien sûr. C'est la qualité du chi. Maintenant, il est clair que laisser des poubelles dans un endroit, quand on dit il n'y a pas de problème au point de vue direction, oui et non, ou d'emplacement, je dirais à partir du moment où les poubelles sont dans des endroits de la maison, dans un espace qui vous est favorable, ça va l'affaiblir quand même, parce que c'est une énergie, c'est pas propre, quelque part. Vous voyez? D'accord, ok. Donc, on évite quand même à l'intérieur le plus possible, si pas on a une hygiène à 150%. D'accord. Merci. Voilà, ici j'ai un avis, Laurence, le chauffage au sol posait avant le problème pour les jambes, lourdeur, gonflement, mais pas de grave problème. Oui, c'est un problème de circulation peut-être dû à la chaleur sous le sol. Voilà, on ne va pas polémiquer sur s'allonger sur les problèmes du chauffage au sol. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Envoyez-moi un mail si vous êtes intéressé
par une des formations ou un atelier ou la matinée parce que ça va bientôt arriver dans les newsletters, c'est en préparation, les matinées et les ateliers. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, je vous le recommande. Vous allez avoir les mini-cours gratuits automatiquement et ainsi vous êtes au courant des formations qui se font. D'accord? Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et vos interventions. Elles ont été très agréables et surtout très enrichissantes. Je vous souhaite une excellente soirée, un très beau week-end. Et voilà, j'espère vous voir ou vous retrouver dans une formation ou dans une téléclasse. À très bientôt et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.